Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans votre émission Samedi Plus qui aujourd'hui va vous faire quelque peu voyager. Vous avez peut-être suivi les aventures de Jean-Philippe Bossu sur notre site internet. Eh bien nous l'accueillons aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de son Odyssland. Lors des dernières grandes vacances scolaires, notre aventurier né chinois a ressorti son vélo et s'est rendu en Islande. En tout, il y est resté 5 semaines et durant cette émission, nous reviendrons sur cette expérience. Mais avant cela, je vous propose de regarder un sujet d'introduction sur ce périple hors du commun. Il est signé Sébastien Lippens. C'est l'histoire d'un homme, d'un sportif, d'un aventurier, l'histoire d'un homme de défi. Son seul compagnon de route, son vélo. Après avoir rejoint la Laponie depuis la Belgique, Jean-Philippe Bossu s'est fixé un nouveau challenge durant ses vacances. Destination, l'Islande. Comment ça s'est passé cette Odyssland ? Elle a été première chose, elle a été magnifique. Elle n'était pas évidente, avec des petits moments, des moments difficiles liés au vent, liés aux conditions météo. Même si globalement, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai quand même eu une fenêtre météo qui était relativement sympa. Mais ça restera un moment mythique dans ma vie. En tout, Jean-Philippe est resté 5 semaines et a parcouru 2446 km. Une expérience mythique comme il l'a définie. L'Islande, ses paysages, ses highlands, ses fjords, sa beauté tout simplement. Des moments magiques, il y en a eu, de nombreux, mais Jean-Philippe se souvient surtout de la traversée du pays par le centre. Quand j'ai traversé l'Islande par le centre, déjà, il faut partir avec suffisamment de nourriture pour pouvoir tenir. Les conditions météo ont été vraiment difficiles pendant cette traversée avec un solide vent de face qui a fait que j'ai attaqué la traversée des Highlands avec 2 jours d'avance par rapport à mon programme. Je suis sorti avec 20 km de retard. 3e jour dans les Highlands, la traversée des Highlands qui a gardé toute sa réputation. Conditions dantesques, froid de canard, il fait 4 degrés ce matin. Les Highlands comme on aime, petite sensation de bout du monde. Ça rajoute un petit côté apocalyptique au truc. Mais j'arrive néanmoins à trouver ça beau, quoi. C'est génial. Et puis à la fin de cette traversée, au bout de 4 jours, j'avais plus de réserve de nourriture, là j'étais vraiment limite. Et puis on voit le cairn. Alors le cairn, c'est cette espèce de montagne que les promeneurs mettent pour montrer qu'ils sont passés là. Donc chacun met un petit caillou. Le cairn de l'arrivée des Highlands, il est la taille d'une maison, il est vraiment gigantesque. D'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'il y a le corps d'un homme qui est caché dessous. Et donc là, je vois ce cairn et je me dis, j'ai réussi mon objectif. Et c'était l'une des choses qui m'inquiétait le plus dans cette traversée-là. Ça a été dur, et parce que c'était dur, c'était magique. Et cette devise est bien ancrée dans les esprits puisque Jean-Philippe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage déjà de réaliser un tout nouveau challenge, un tout nouveau rêve. On entend beaucoup de gens dire j'aimerais bien faire le tour du monde, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Et puis je vais commencer déjà par un demi-tour du monde. donc l'idée, ça sera a priori en septembre 2019 de partir de Nechin pour rejoindre... a priori la destination d'arrivée, ça sera Pékin. Donc sur un périple de 18 000 km. Je rêve de franchir l'Himalaya à vélo. Donc les grands déserts, l'Iran, tout le Proche-Orient, c'est des pays qui m'intéressent aussi beaucoup. Donc ça fait partie des rêves. Et puis je les réalise, mes rêves. Donc celui-là, je vais le réaliser aussi. À couper le souffle qui nous donne aussi envie de voyager. Bonjour Jean-Philippe Bossu. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu dans ce sujet d'introduction, à peine rentré, vous avez déjà un autre défi en tête. Finalement, vous êtes un voyageur et un rêveur ambitieux. Un rêveur ambitieux, je ne sais pas. Je pense qu'un homme, quand il a atteint l'Annapurna, une fois qu'il est descendu, la première chose à laquelle il pense, je pense que c'est l'Everest. Donc j'ai une épouse qui a tendance à dire il faut voir grand pour sa vie. Et donc les aventures que j'ai en projet sont à l'image de ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est-à-dire quelque chose de grand pour moi.
En tout cas, rallier Nechin à Pékin, c'est encore plus gros que ce défi en Islande, avec un parcours beaucoup plus impressionnant encore en termes de kilomètres. Oui, effectivement, sachant que oui, la distance est très très grande, mais il n'y a pas de chronomètre. Donc on prend le temps qu'on veut. Effectivement, il y a un certain nombre de kilomètres à faire par jour. Mais une fois qu'on devient voyageur à vélo, on s'habitue petit à petit à cet effort. Et voilà, on devient vraiment un voyageur à vélo. Alors on va s'attarder dans quelques instants sur votre Haut d'Islande, hein, ce périple de 5 semaines à travers l'Islande, qui n'était d'ailleurs pas une première pour vous. Hein. Non, effectivement, j'ai fait une première aventure en 2014 où j'ai rallié Nechin au nord de la Laponie avec un périple de 5000 km en solitaire. Donc quand je voyage en solitaire, l'idée c'est de s'immerger au maximum dans la nature, loin des sentiers battus. Et à chaque fois, je m'impose d'être sur des petits chemins, donc le plus proche possible de la nature. Donc c'est une deuxième expérience. Alors justement, en Islande, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est ces grands espaces, ces déserts Effectivement, on est sur un pays qui est extrêmement peu peuplé. Hein. Il est le plus de 200e en termes de densité de population. Il y a 300 000 habitants en Islande, dans un pays qui est à peu près 3 fois et demi comme la Belgique, sachant que quasiment toute la population habite sur Reykjavik. Il y a 5 villes qui sont de plus de 10 000 habitants. Donc quitter Reykjavik, on se retrouve rapidement isolé, seul avec soi-même, seul au contact avec la nature, et c'est ce que j'aime faire. Donc votre but, c'est pas spécialement d'aller à la rencontre des populations, même si ça peut arriver, mais c'est vraiment se ressourcer au centre de la nature. L'objectif, c'est de rencontrer les gens, effectivement, comme en Laponie, quand j'avais rencontré les éleveurs lapons, les Sams, c'était des rencontres exceptionnelles. Maintenant, c'est vrai qu'en Islande, c'est un peu plus compliqué, surtout par rapport aux itinéraires que j'ai choisis. Le contact avec la nature était plus important qu'avec l'homme, c'est vrai. Avec des expériences parfois incroyables, notamment dans les hotspots. Hein. Expliquez-nous un petit peu ça. Alors, les hotspots, ce sont des endroits, donc des points chauds en Islande. Donc, l'eau est en général à 40 degrés. La difficulté, même, c'est de trouver un hotspot qui soit pas trop chaud. Alors, ils sont souvent d'ailleurs à côté de rivières qui sont froides et qui permettent de réguler la température. Et après une journée de vélo, c'est vraiment très, très agréable de pouvoir relaxer ses muscles dedans. Alors vous êtes parti lors des dernières grandes vacances scolaires en été, mais finalement avec parfois des températures assez froides. Oui, tout à fait. Donc l'Islande, c'est un pays du Nord. Hein. On flirte avec le cercle polaire. Donc les températures tournent entre 6 et 15 degrés quand on est au niveau du sol, enfin au niveau de la mer, à l'altitude de la mer. Par contre, dès qu'on monte en altitude, voilà, j'ai eu des 0 degrés cet été. J'ai traversé pas mal de plaques de glace, mais voilà, ça fait partie du charme de l'Islande. Qu'est-ce qui est finalement le plus déroutant? C'est le fait de passer de paysage en paysage, de glacier en Highlands, ou c'est ce changement de température permanent Alors la température est quand même relativement constante, à savoir froide. Peut-être le plus déroutant, c'est le vent. C'est le vent qui est assez étonnant en Islande. Le vent n'a pas d'obstacle, il n'y a pas d'arbres. Les contours sont relativement doux et donc le vent est un facteur très important. C'est lui qui décide, s'il décide si vous avancez, s'il est contre vous, si vous n'avez pas Éole avec vous, ça sert à rien de s'exciter. De toute façon, vous n'avancerez pas. Vaut mieux attendre et puis attendre le lendemain que le vent tourne et puis là vous avancerez 2 fois plus vite. Alors c'est quand même une expérience incroyable. Comment on se prépare à ça, à la fois physiquement, mais aussi finalement dans l'organisation, sur place, sur le terrain? Alors mes voyages sont toujours très très préparés. Du point de vue physique, déjà, je m'entraîne quotidiennement. Je roule à peu près 250 km de VTT, parce que ce sont des voyages VTT. Et donc préparé déjà du point de vue physique. Après, du point de vue mental, effectivement, je m'habitue. J'essaie de m'habituer à rouler dans des conditions météo difficiles. Je fais l'effort de tourner, de m'arranger pour être le plus possible face au vent, de sortir quand il pleut, de sortir quand il fait froid. Ensuite, mes voyages sont aussi très organisés du point de vue de la rencontre et puis des choses que j'ai envie de transmettre, parce que c'est pas que du voyage à vélo, c'est aussi avant tout la culture islandaise et faire découvrir l'Islande sur une manière un petit peu originale. Alors, comment un jour on se dit, ben voilà, moi je vais faire un périple en vélo, en solitaire? Ça vous vient d'où cette envie de voyage et d'aventure? Alors c'est la rencontre avec un homme en particulier qui s'appelle Lionel Daudet, qui est un aventurier, lui professionnel et de renom. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2012 et ce monsieur il m'a un peu changé la vie après avoir passé une soirée formidable avec lui.
J'ai trouvé que ma vie manquait peut-être un petit peu de peps, un petit peu de piment. Elle était sympa ma vie, mais voilà, peut-être un peu trop confortable. Et le fait de se dire, à ce moment-là, allez, fais quelque chose de ta vie et sors un peu de cette zone de confort pour rencontrer quelqu'un que tu connais peut-être pas vraiment, à savoir soi-même. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont suivi les petites capsules vidéo qu'on a transmises sur notre site, on a pu vous suivre un petit peu, pas au quotidien, mais en tout cas dans votre périple, avec vos états d'âme aussi, vos difficultés que vous avez rencontrées, parfois aussi des petites baisses de morale. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement ? Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Je pense la météo, clairement. La météo fait clairement, et comme je disais, le vent tout à l'heure, quand on doit arracher 100 km et qu'on met plus de 16 heures à le faire, effectivement, c'est un petit peu démotivant. Mais comme j'étais préparé psychologiquement à vivre ce genre d'événement, voilà, ça passe quand même, quoi. Où vous arrivez à puiser votre mental finalement, parce que vous êtes seul, au milieu de nulle part. Voilà, tout à fait. Mais c'est une forme de plaisir aussi. Ça peut paraître un peu masochiste, mais c'est une forme de plaisir justement je parlais, sortir de sa zone de confort. On est vraiment là effectivement de la difficulté. C'est dans la difficulté. On a vu le reportage sur les Highlands ici. Le plaisir d'en ressortir victorieux est encore décuplé par rapport à la difficulté de la tâche. Si ça avait été facile, quelque part, ça serait pas drôle. Alors des images, je suppose que vous en avez plein la tête, et d'ailleurs c'est un peu une autre casquette chez vous, ce côté vidéaste, l'envie de ramener des images époustouflantes dans le but d'en faire finalement un film documentaire à partager. Tout à fait, alors ça me permet d'allier deux plaisirs que j'ai, c'est-à-dire le voyage et la découverte du monde, et puis surtout la vidéo. Donc je suis parti avec pas mal d'équipements vidéo pour ramener des belles images, et ça me permet aussi de prolonger l'aventure comme on le fait ici avec le public de nos télés, et puis derrière je passe en conférence, donc je peux partager l'aventure avec pas mal de gens qui rêvent de voyage aussi. Tout ça sur un vélo, ça fait pas un peu trop lourd à transporter ? Alors effectivement, il y a des concessions qui sont faites. J'ai beaucoup de poids sur le vélo. Effectivement, j'ai un drone qui me permet d'avoir des chouettes images. J'ai 3 caméras avec moi. J'ai un pied qui est assez lourd parce qu'on ne peut pas faire de belles images. Vous êtes dans l'image, donc vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de belles images sans avoir un bon pied. Donc toute l'image que j'ai en plus, et c'est du confort que j'ai en moins. Donc voilà, une tente ultra minimaliste, un demi-duvet, un demi-tapis de sol, un duvet ultra light. Et puis voilà, on essaie de grappiller des grammes à droite à gauche parce qu'effectivement, j'ai un souci et de place et de poids. Alors justement, ce vélo, il faut quand même le connaître pour s'il y a un pépin sur place. C'est un vélo particulier ou... Alors c'est un vélo qui est quand même relativement classique. J'ai Between qui est mon partenaire qui m'aide à développer un vélo qui est à la fois adapté pour moi et en même temps il m'utilise pour tester des pièces en conditions réelles sur des longues durées. Donc voilà, on travaille ensemble avec Between pour pouvoir travailler sur un vélo qui soit optimisé. Et puis après j'ai tout le matériel aussi pour pouvoir le réparer en cas de casse et être autonome. Alors justement, votre aventure islandaise, elle va pas se terminer là. Vous allez y retourner en février prochain pour vraiment boucler la boucle, on peut dire ça ? Ouais, tout à fait. Effectivement, les Islandais ont tendance à dire qu'il y a 2 saisons en Islande. On a l'hiver qui dure 8 mois et le printemps qui dure 4 mois. Il n'y a pas vraiment d'été dans le sens où on n'a pas des grosses chaleurs. Il n'y a pas d'automne parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc je pense que je ne peux pas vraiment connaître l'Islande sans y partir l'hiver. Donc j'y retourne en février, toujours à vélo, toujours en solitaire, toujours en camping sauvage parce que c'est ça que j'aime faire. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir capter les fameuses aurores boréales et de s'immerger de nouveau dans la nature et de voir un petit peu comment ces Islandais vivent dans ces conditions un peu extrêmes. En tout cas, on continuera à suivre vos aventures. On peut vous suivre notamment sur Facebook, la page L'Eau d'Islande. Merci en tout cas de nous avoir fait voyager, de nous avoir partagé ces belles images. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end. À bientôt.